Il y a des morts qui s'évanouissent dans la foule. Et puis il y a celles qui la marquent au fer rouge. Le 25 octobre 1957, à 10h20 du matin, dans un salon de coiffure anodin du Park Sheraton Hotel, en plein Midtown Manhattan, un homme est devenu une légende. Un mort iconique. Un cadavre théâtral. Albert Anastasia. The Mad Hatter. The Lord High Executioner. Le grand exécuteur. Un surnom qui n'a rien d'exagéré. L'homme qui, pendant près de 30 ans, a institutionnalisé le meurtre comme un service, un budget, une fonction au sein de la mafia américaine. Un artisan de la mort, payé à la tâche, puis payé pour organiser la tâche. On dit qu'il a quitté ce monde comme il a vécu, violemment. Mais la vérité est plus subtile. Sa mort ne fut pas seulement violente, elle fut symbolique, publique, humiliante, calculée. Elle fut l'aboutissement d'un demi-siècle d'histoire criminelle, un domino qui précipita la chute d'un empire et l'avènement d'un autre. À 10h17, Anastasia est assis dans le fauteuil numéro 4. Le barbier, Joe Bocchino, lui enroule une serviette chaude autour du visage. On raconte qu'Anastasia adorait ça, ce moment de chaleur presque maternelle qui contrastait si étrangement avec la froideur clinique de sa vie professionnelle. Il est détendu, désarmé, les yeux fermés. Et dehors, quelque part dans Manhattan, deux hommes se rapprochent. Les témoins diront plus tard qu'ils étaient calmes, normaux, qu'ils ressemblaient à des livreurs, des employés en pause cigarette, des types qui ne se remarquent pas, des fantômes en veston. Ils poussent la porte. Le tintement discret de la clochette, un son anodin mais qui, ce matin-là, marque l'entrée de la mort. Ils s'approchent du fauteuil. L'un dit « C'est bon, on y va ». L'autre écarte le barbier. Puis il tire. Froid, méthodique. Au moins 5 balles. Certaines sources en comptent 7. Une scène si brutale, si soudaine, que les témoins diront plus tard qu'ils ont eu l'impression d'assister à quelque chose d'irréel. L'un d'eux parlera même de chorégraphie. Blessé, hébété, Anastasia se débat. Il se redresse, vacille, charge, mais vers le miroir. Pas vers les tueurs, vers leurs reflets. Une confusion tragique qui deviendra l'une des images les plus obsédantes de l'histoire du crime. Un parrain, un tueur parmi les plus redoutés, frappant le vide, attaquant des silhouettes fantômes. Un homme qui a envoyé tant d'ennemis à la mort, incapable, dans sa dernière seconde de lucidité, de distinguer le réel de son propre reflet. La presse s'empare instantanément de l'affaire. Mob boss slain in barber chair, titrent les journaux. Les photographes accourent, les badauds se pressent. La légende naît. Et l'image fait le tour du monde. Un capot de la Cosa Nostra, couché sur un carrelage immaculé, le drap blanc taché de sang. Une mort spectaculaire, une mort symbolique, une mort qui résonne encore aujourd'hui. Mais pour comprendre cette scène, ce théâtre macabre dans un salon de coiffure, il faut remonter bien plus loin. Aux docks de Brooklyn, à la guerre de Castellamarese, à Murder Incorporated, aux trahisons, aux contrats, aux coups de force. À un homme qui a bâti sa légende sur la violence, avant que cette violence ne finisse par se retourner contre lui. Alors, qui était Albert Anastasia ? Comment a-t-il gravi les échelons du crime organisé ? Quelles forces ont convergé pour provoquer sa chute ? Et surtout, pourquoi sa mort marque-t-elle le basculement vers une mafia plus moderne, plus administrative, plus silencieuse ? Bienvenue dans l'histoire du grand exécuteur. Un homme qui a voulu régner par la mort, et qui est mort pour avoir trop aimé régner. Partie 1. Des docks à l'échafaud. Avant d'être un bourreau, il fut un survivant. Un enfant maigre, né dans une Calabre pauvre, rude, déchirée par les famines et les migrations. Umberto Anastasio voit le jour le 26 septembre 1902, à Tropea. Un décor magnifique, mais une vie sans horizon. 11 enfants dans la famille, un père qui travaille la terre, une mère qui prie. Et un pays où les jeunes hommes savent que 2 chemins s'ouvrent devant eux,
la faim ou l'Amérique. En 1919, à 17 ans, Umberto choisit la mer. Avec 2 de ses frères, il embarque clandestinement sur un cargo. On raconte qu'ils ont passé la traversée cachés dans la soute, nourris par un matelot compatissant. D'autres sources disent qu'ils travaillaient comme soutiers, pelletant le charbon pour rester invisibles. Aucun document officiel ne confirme leur entrée. Ils n'existent pas, du moins pas pour les autorités américaines. Quand le bateau approche New York, les 3 frères sautent, littéralement, dans les eaux glaciales du port. On sous-estime ce geste aujourd'hui. On oublie qu'à l'époque, sauter d'un cargo, c'était accepter la possibilité de mourir noyé dans un froid qui coupe la respiration. Mais ils nagent, s'agrippent, rampent, et sortent enfin de l'eau, transis, libres. Les Anastasio arrivent donc à New York comme arrivent des milliers d'hommes venus du Sud, sans papier, sans argent, sans réseau, mais avec une rage de vivre qui dépasse la raison. La première semaine, les frères trouvent un travail comme débardeurs. Les docks de Brooklyn, en 1919, c'est un univers brutal. Les syndicats sont corrompus, les superviseurs violents, les salariés souvent payés à la tête du client. On y parle italien, irlandais, yiddish, parfois à coups de poing. C'est un monde où la force vaut autant que le salaire. Un monde où les hommes apprennent vite que pour être respectés, il faut frapper plus fort que le voisin. Et qu'il ne sert à rien d'aller se plaindre au chef. C'est souvent lui le plus dangereux. Umberto Anastasio devient très vite Albert Anastasia, parce que son nom, trop italien, écorche les oreilles américaines. Parce que changer de nom, c'est devenir quelqu'un d'autre. C'est s'inventer une légende. Les dockers le remarquent rapidement. Pas seulement parce qu'il est robuste, volontaire, toujours prêt à remonter une chaîne coincée ou à descendre dans une cale mal ventilée, mais parce que lorsqu'un homme l'insulte ou tente de lui prendre son poste, il réagit sans hésiter, avec les poings, puis avec le couteau. Les témoins diront plus tard qu'Albert n'était pas un impulsif. Il ne hurlait pas, il ne s'emportait pas, il frappait, calmement, comme si la violence pour lui n'était pas un débordement, mais une langue maternelle. Le 17 mars 1921, une dispute éclate entre Albert Anastasia et un autre docker, George Torino. Le motif exact varie selon les versions. Pour certains, Torino lui aurait volé un jour de salaire. Pour d'autres, il aurait dénoncé Anastasia auprès d'un superviseur. Certains parlent même d'une rivalité sur des heures supplémentaires. Quoi qu'il en soit, la dispute dégénère. Le couteau sort. Torino s'effondre. Anastasia est arrêtée, jugée, condamnée à mort, à 19 ans. Il passe entre 11 et 18 mois, les chiffres varient selon les archives, dans le couloir de la mort de Sing Sing. Imaginez, un adolescent, isolé, attendant la date de son exécution. On dit que, durant cette période, il ne parla presque pas, qu'il passait ses journées à faire des pompes, à lire des journaux, à observer les gardiens, qu'il s'était déjà conditionné à mourir, et qu'il n'avait peur de rien. C'est là qu'intervient un personnage étrange, Jimmy the Chief Defano, un barbier, le barbier de la prison. On raconte que Defano ne se contentait pas de couper les cheveux. Il observait les détenus, étudiait leur caractère, identifiait les violents, les disciplinés, les ambitieux. Puis transmettait le nom des plus prometteurs aux hommes de Charles Lucky Luciano, une sorte de recruteur de talent pour le crime organisé. Et selon plusieurs témoignages, Defano remarque Anastasia immédiatement. Sa froideur, son endurance, sa manière de ne jamais détourner le regard. Un homme idéal pour le sale boulot. En 1922, coup de théâtre. Un nouveau procès est accordé à Anastasia. Les témoins clés ont disparu. Certains ont changé de version. D'autres ont simplement abandonné l'idée de témoigner.
Personne ne saura jamais exactement pourquoi. Mais les rumeurs parlent de pression, d'intimidation, de menaces. Un des témoins aurait même quitté l'État, subitement, sans laisser d'adresse. Quoi qu'il en soit, Anastasia sort libre. Un miraculeux reset. Et ce n'est qu'un début. La chance l'accompagnera toute sa vie, jusqu'au moment où elle le lâchera brutalement. À sa sortie, il change son nom. Anastasio devient Anastasia, comme si le destin se réécrivait sous ses yeux. Lucky Luciano est alors en train de transformer le crime new-yorkais. Il méprise les vieilles guerres d'ethnie. Il veut une organisation moderne, rationnelle, efficace. Et pour cela, il lui faut des soldats fiables. Des hommes qui ne posent pas de questions, qui obéissent et qui savent tuer. Anastasia devient l'un d'eux. Un homme dira plus tard « Luciano parlait, Anastasia exécutait ». Il gravit les échelons entre services rendus, intimidation, raquettes sur les docks. Et quand arrive la grande purge de 1931, il est au premier rang. Joe, the boss Masseria, est le dernier obstacle à l'unification de la mafia par Luciano. Il règne à la manière ancienne, brute, imprévisible, tyrannique. Luciano l'invite à déjeuner. On dit qu'il joue avec une carte à jouer entre les doigts, signe qu'il est nerveux, mais déterminé. Au dessert, Luciano se lève. Il dit qu'il va aux toilettes. Il sort. Et aussitôt, 4 hommes entrent. Parmi eux, Vito Genovese, Bugsy Siegel, Joe Adonis et surtout, Albert Anastasia. La scène dure moins de 15 secondes. Des dizaines de balles, une odeur de cordite, des éclats de vaisselle. Masseria s'effondre, une carte à jouer glissée près de sa main. Anastasia aurait tiré la balle fatale. C'est ce que racontent plusieurs sources. Ce jour-là, il scelle son destin. Il sera le bras armé du nouveau monde de la mafia. Lucky Luciano, impressionné, comprend qu'Anastasia n'est pas seulement un soldat. Il est une arme. Une arme qu'il faut utiliser, une arme qu'il faut canaliser. Et c'est ainsi que, quelques années plus tard, naîtra Murder Incorporated. Partie 2. Murder Inc. Il y a un mythe persistant autour de la mafia, celui du code d'honneur. Mais dans les années 30, ce mythe s'effondre. Ce que Lucky Luciano veut bâtir n'a rien de romantique. Il veut une entreprise, structurée, rationnelle, rentable. Et dans cette entreprise, la violence doit être organisée, centralisée, désanctifiée. C'est ainsi qu'est née l'idée la plus audacieuse et la plus terrifiante du crime organisé américain. Murder Incorporated. La première usine de mort industrielle de l'histoire du syndicat criminel. Nous sommes en 1931. Luciano triomphe. Les anciens parrains, Masseria puis Maranzano, ont disparu. La commission est créée. Une table ronde où les 5 familles new-yorkaises, plus quelques alliés nationaux, définissent les règles du jeu. Et dans cette nouvelle architecture, il manque une chose. Un arbitre du sang. Un organe chargé d'exécuter les sentences, d'éviter les vendettas incontrôlables, de supprimer les gêneurs, les bavards, les traîtres. Luciano ne veut plus que les patrons s'exposent. Il veut qu'ils délèguent, qu'ils passent commande comme on appelle un service de nettoyage. C'est ainsi que Louis Lepke Buchalter, patron du syndicat des vêtements, et Albert Anastasia, l'exécuteur le plus fiable du moment, reçoivent une mission qui scelle leur légende. Structurer la violence. Contrairement à ce que le nom laisse croire, Murder Inc. n'est pas une seule entité. C'est un réseau. Une toile invisible reliant des tueurs juifs, italiens, parfois irlandais. Un melting pot du meurtre. Leur quartier général officieux, le Midnight Rose Candy Store, au 660 Saratoga Avenue, Brownsville, Brooklyn. Une petite boutique de bonbons tenue par la mère Deb Reles. Devant la vitrine, des enfants achètent de la réglisse. Derrière, dans la réserve, on signe des contrats de mort. Les tueurs ont des surnoms dignes d'un bestiaire macabre. Ebb,
Kid Twist Reles, petit, nerveux, dangereux. Harry Pittsburgh Phil Strauss, méthodique, cruel, obsédé par le couteau. Bugsy Goldstein, Happy Mayonnaise, Frank Dasher Abandando. Et au-dessus de tous, deux architectes. Lepke, le cerveau administratif. Anastasia, le directeur technique. Le seul capable de valider un contrat. Si Buchalter est l'intellectuel du meurtre, Anastasia en est la pulsation. Il transforme la violence en procédure. Il professionnalise le crime. Contrairement aux gangs classiques, Murder Inc. fonctionne comme une agence. Étape 1, la demande. Un patron appelle un représentant de Lepke ou d'Anastasia, parfois en personne, parfois par un messager. On explique le problème, un témoin, un rival, un escroc, un associé devenu encombrant. Étape 2, l'évaluation. Le contrat est étudié. Qui est la cible? Quels sont les risques? Quel message doit être envoyé? Étape 3, l'exécution. Les tueurs sont choisis. Ce ne sont pas des hommes de la même famille que la victime. Il ne faut pas de lien personnel, pas d'émotion, pas de vengeance, juste un travail. Étape 4, la dissolution. L'arme disparaît, le corps parfois aussi, et les exécutants sont payés. Entre 300 et 5000 $ selon la cible, un salaire énorme pour l'époque. Les chiffres donnent le vertige. Entre 400 et 1000 meurtres attribués à Murder Inc. Et dans toutes ces exécutions, Anastasia joue le rôle le plus redouté, celui de l'homme qui dit oui. Pour éviter le chaos, Luciano impose 2 règles absolues. 1. On ne tue pas un boss sans l'autorisation de la commission. 2. On ne touche jamais aux civils, policiers, juges ou procureurs. Car tuer un représentant de la loi, c'est attirer sur le syndicat un séisme qu'aucun homme ne peut contrôler. Anastasia respecte ces règles, pendant un temps. Mais déjà, ses instincts contredisent la logique de la commission. Dutch Schultz, gangster aussi brillant qu'instable, a une obsession. Faire tuer le procureur Thomas E. Dewey. Un homme jeune, déterminé, incorruptible. Une menace. La commission refuse. Tuer Dewey, c'est déclarer la guerre à l'État. Mais Anastasia, lui, trouve l'idée excitante. Il se porte volontaire. Il surveille l'immeuble de Dewey en poussant une poussette d'enfant empruntée à une voisine. Une image surréaliste, un des tueurs les plus dangereux de New York jouant le rôle du père modèle. Un flic le regarde et dira plus tard « C'était le père le moins convaincant que j'ai jamais vu ». La commission panique. Le risque est trop grand. Alors elle prend une décision historique. Au lieu d'autoriser le meurtre de Dewey, elle ordonne l'exécution de Dutch Schultz. Le 23 octobre 1935, Schultz est abattu dans un restaurant du New Jersey. La menace est éliminée. Mais la commission retient une leçon. Anastasia adore tuer, peut-être un peu trop. Abe Kid Twist Reles est arrêté en 1940 pour meurtre. Face à la peine de mort, il craque. Et il parle. Il donne des noms, des dizaines. Il décrit des scènes, parfois avec une précision qui glace le sang. Il explique comment Murder Inc. sélectionne ses victimes. Il raconte comment Strauss gardait des couteaux dans ses bottes, comment Mayonnaise riait avant de frapper, comment certains tueurs prenaient des sandwichs au corned beef après une exécution, comme s'ils venaient juste de finir un match de boxe. Et surtout, il accuse Albert Anastasia d'être l'ordonnateur suprême, le cérémoniaire du sang. Parmi les crimes attribués à Anastasia par Reles, l'un ressort particulièrement. Le meurtre du leader syndical Peter Panto en 1939. Un homme trop honnête, trop indépendant. Il voulait nettoyer les docks de la corruption. Il a été étranglé. Son corps retrouvé dans un marais de Brooklyn. Les procureurs pensent tenir Anastasia. Enfin. Reles est placé sous haute protection. 6e étage du Half Moon Hotel, Coney Island. Porte surveillée, gardes armés. Et pourtant, dans la nuit du 12 novembre 1941, il tombe par la fenêtre. S'écrase sur le toit d'une cuisine annexe, mort instantanément.
Le rapport officiel conclut à un accident. Les journalistes rigolent. Les juges soupirent. Les policiers baissent les yeux. Un reporter écrira « Le témoin le plus protégé d'Amérique a réussi à s'échapper, en volant ». Rayles emporte la vérité avec lui, et le dossier Anastasia s'effondre. Encore une fois, sa chance est insolente. En parallèle, Lepke Buchalter est traqué par le FBI. Il ne sait où se cacher. Il demande conseil à Anastasia. Erreur fatale. Anastasia le persuade de se rendre. Il lui promet de la clémence. Il ment, volontairement. Lepke est arrêté, jugé et exécuté sur la chaise électrique en 1944. Le premier patron du crime américain à mourir légalement. Lucky Luciano dira alors une phrase devenue légendaire. « Si tu dois envoyer ta propre mère à la chaise, tu le fais si cela aide l'organisation. » Une maxime qui résume parfaitement ce qui lie et sépare Luciano et Anastasia. L'efficacité avant l'émotion. L'organisation avant l'homme. Murder Inc. est démantelé. Ses tueurs emprisonnés ou exécutés. Mais la violence, elle, ne disparaît pas. Elle change juste d'adresse. Et Anastasia, débarrassée de ses rivaux, débarrassée des témoins, libre comme jamais, s'imagine prêt pour un trône. Mais la commission ne voit pas les choses ainsi. Pas encore. Pas avec un homme aussi instable. Alors on envoie ailleurs, un poste plus calme, plus modéré. Underboss de la famille Mangano. Une rétrogradation pour lui, un répit pour les autres. Mais Anastasia n'acceptera jamais d'être le numéro 2 d'un système qu'il a contribué à bâtir. Partie 3. Le chef volatile. Quand Murder Inc. s'effondre, Albert Anastasia n'est pas éliminé. Il est trop utile, trop respecté, trop craint. Mais il n'est plus indispensable. Les patrons de la commission, Costello, Genovese, Adonis, Bonanno, comprennent une chose. Un homme comme Anastasia ne doit jamais rester sans laisse, sans structure, sans supérieur. Alors on le place sous Vincent Mangano, chef de la famille qui deviendra plus tard la famille Gambino. Pour Anastasia, c'est une humiliation. Pour la commission, c'est un pari risqué. Vincent Mangano, c'est l'ancien monde, un boss de la vieille école sicilienne, méfiant, autoritaire, cérémonieux. Il aime les salutations, les titres, les courbettes, les réunions interminables où tout le monde donne son avis. Anastasia, lui, déteste parler, déteste les politesses, déteste attendre. Mangano comprend vite que cet underboss n'est pas comme les autres. Il le voit entrer dans la salle de réunion comme un loup dans une bergerie, une présence trop lourde, trop silencieuse, trop brûlante. Leur relation dégénère rapidement. Mangano l'accuse de lui manquer de respect, de prendre des décisions sans son autorisation, d'avoir des liens trop étroits avec Frank Costello, parrain influent de Manhattan. Un jour, selon un témoignage tardif, Mangano aurait dit « Ce type me fait peur, il est capable de me tuer pour un regard ». Il avait raison. Entre 1947 et 1951, les altercations entre Mangano et Anastasia deviennent presque publiques. Un jour, Mangano le convoque dans un bureau des docks. Il l'accuse d'avoir détourné des revenus. Anastasia le fixe. Il ne parle pas. Il mâche une cigarette. Puis il quitte la pièce. 2 semaines plus tard, Mangano est hospitalisé avec le bras cassé. Il murmure que c'est Anastasia. Mais il ne porte pas plainte. Personne ne porte plainte contre un futur boss. Une autre fois, Mangano tente d'imposer un de ses lieutenants sur une zone portuaire contrôlée par les hommes d'Anastasia. Le lieutenant disparaît pendant 3 jours. Quand il réapparaît, il a les 2 genoux brisés. Anastasia ne laisse aucun message. Il laisse des radiographies. Pendant ce temps, Albert renforce son influence sur les docks de New York, un empire économique colossal. 440 km de littoral sous l'autorité du syndicat des débardeurs. Un système hyper pyramidal où chaque caisse, chaque palette, chaque cargaison passe par des mains qui peuvent être achetées. Et justement, son frère, Anthony Tough Tony Anastasio, dirige la Fédération internationale des dockers de Brooklyn. Un homme bruyant, charismatique, imprévisible. Regardez On the Waterfront. Le personnage de Johnny Friendly, c'est lui.
Les dockers tremblent quand on leur dit « Albert ne serait pas content » ou « Je vais en parler à Tony ». Un docker racontera « Quand Tony arrivait, on travaillait plus vite. Quand Albert arrivait, on arrêtait de respirer. » Ce contrôle donne à Anastasia un pouvoir économique énorme. Des millions de dollars en jeu, des milliers de travailleurs, et surtout, un levier politique. Les docks alimentent New York. On ne contrarie pas celui qui tient le port, ni celui qui tient les hommes qui le tiennent. Mangano enrage. Il sent son pouvoir lui glisser entre les doigts. Il accuse Anastasia de le court-circuiter. Il le soupçonne d'utiliser les dockers pour financer des alliances avec Costello. Et il sait que la commission observe. Le 19 avril 1951, le cadavre de Philippe Mangano, frère du boss, est retrouvé dans un marais près de Jamaica Bay. 3 balles dans le corps. Vincent, lui, disparaît. Son corps ne sera jamais retrouvé. Anastasia prend alors contact avec la commission. Il affirme avoir agi en légitime défense, que Mangano voulait le tuer, qu'il n'avait pas le choix. Vrai? Faux? Personne ne peut le prouver. Le principal intéressé est introuvable. Mais une chose est sûre, Mangano avait peur d'Anastasia. Et Anastasia ne supportait plus d'avoir un patron. Le 20 est serré. La commission hésite. Supprimer un boss sans autorisation est un crime de mort. Un tabou absolu. Punissable d'exécution automatique. Mais Frank Costello intervient. Il appuie Anastasia. Il promet de le tenir sous contrôle. Il dit qu'il est précieux. Alors la commission cède. Anastasia est nommée chef de la famille Mangano, qui prendra bientôt le nom de famille Anastasia. Un règne commence. Un règne instable. Les chefs mafieux de l'époque sont souvent calmes, rationnels, silencieux. Carlo Gambino, Vito Genovese, Joe Bonanno, des hommes de calcul, pas d'impulsion. Anastasia, lui, est l'opposé. Parfois charmant, parfois cruel, toujours intense. Les témoignages disent qu'il pouvait recevoir des invités en plaisantant et 5 minutes plus tard, ordonner un meurtre comme on commande un café. Il a une obsession maladive, la trahison. Pour lui, un homme qui parle meurt. Un homme qui doute meurt. Un homme qui hésite meurt. Cette mentalité le rend incontrôlable et dangereusement visible. Janvier 1952. Arnold Schuster, 24 ans, vendeur dans un magasin de vêtements, reconnaît un fugitif très recherché, le braqueur de banque Willie Sutton, alias Slick Willie. Il prévient la police. La presse en fait un héros. La télévision l'interviewe. Il parle calmement, sourit timidement devant les caméras. Devant son poste, un homme bouillonne. Albert Anastasia. Selon plusieurs sources, il se lève soudainement, renverse son verre et crie « Ce fils de pute a dénoncé quelqu'un. Je ne supporte pas les mouchards. Abattez-moi ce gars !» On lui dit que Schuster n'est pas un mafieux, qu'il n'a rien à voir avec la Cosa Nostra, qu'il s'agit d'un citoyen lambda. Anastasia n'écoute pas. Pour lui, la délation est un crime universel, absolu, irréversible. Le 8 mars 1952, Arnold Schuster est abattu par 2 hommes à Borough Park, devant chez lui, dans une rue fréquentée. L'Amérique entière hurle. Les médias s'enflamment. Les autorités fédérales s'énervent. Le FBI se faufile dans tous les quartiers. Les sénateurs convoquent des auditions. Et la commission tremble. Car Anastasia vient de violer la règle la plus sacrée. Ne jamais attirer l'attention du public. Cet acte insensé sera considéré comme l'erreur fatale, la cause première de sa chute. Vito Genovese est un homme différent, calme, patient, menaçant comme un cobra. Il attend son heure depuis 20 ans, et Schuster lui offre un cadeau, un argument. Il dit « Anastasia nous met tous en danger. Il ne respecte rien. Il doit partir. » Mais il ne le dit pas ouvertement. Il agit dans l'ombre. Il recrute un allié précieux, Carlo Gambino, le sous-chef d'Anastasia. Un homme discret, intelligent, ambitieux.
un serpent silencieux. Avec Gambino, Genovese monte un plan, une stratégie, une cage invisible. Le 2 mai 1957, Vincent Chin Gigante, futur patron de la famille Genovese, attend Frank Costello devant son immeuble. Il tire. La balle effleure l'oreille du parrain. Costello survit, mais il comprend. C'est un message, un avertissement. Ta place n'est plus là. Costello raccroche, il se retire, volontairement, fatigué, usé, et surtout terrifié par ce que pourrait faire Genovese si on le défiait. Anastasia perd son protecteur. Il est seul, isolé, fragile. Comme un lion vieillissant entouré de jeunes prédateurs. Pour couronner le tout, Anastasia commence à lorgner vers Cuba, un territoire contrôlé par Meyer Lansky et Santo Traficante Jr., un endroit où les casinos rapportent plus d'argent que tous les docks réunis. Lansky est furieux. Traficante aussi. Genovese jubile. Il tient son dossier. Il murmure. « Regardez-le. Il veut tout. Il va nous détruire. Il faut agir. » La commission réfléchit, discute, vote et décide « Albert Anastasia doit mourir ». Partie 4. L'exécution du grand exécuteur. La mort ne vient jamais d'un seul homme dans la mafia. Elle vient d'un consensus, d'une décision froide, d'un vote silencieux dans une pièce où personne ne prononce jamais le mot « mort ». Pour Anastasia, la sentence est prise à l'unanimité. Il a trop tué sans autorisation, trop attiré la lumière, trop humilié le syndicat par ses excès. Genovese pousse, Gambino acquiesce, Lansky laisse faire, et la commission valide. Il ne reste qu'une question. Où ? Où frapper un homme paranoïaque, entouré de gardes du corps, toujours sur ses gardes ? La réponse surgit naturellement. Le seul endroit où il baisse la tête, le seul endroit où il ferme les yeux, le salon de coiffure. Le 25 octobre 1957, tôt le matin, Albert Anastasia quitte sa maison de Brooklyn. Il dit à sa femme qu'il va au parc Sheraton pour une coupe. C'est une routine, une habitude. Il va toujours dans ce même salon, toujours le même fauteuil, le numéro 4. Ses gardes du corps, d'habitude omniprésents, ne sont pas là. Cette absence n'est pas un hasard. À ce niveau, rien n'est un hasard. L'un est en retard, l'autre malade, un troisième occupé, et le dernier, sans doute déjà payé. Les tueurs de la mafia ne visent jamais un homme protégé. Ils visent un homme rendu vulnérable par sa propre équipe. Anastasia entre dans le hall. Il salue 2 portiers. Il traverse la moquette épaisse. Son pas est lourd, confiant. Il n'a pas conscience d'être seul, ou plutôt, il ne veut pas le croire. Un témoin dira « On avait l'impression qu'il flottait, comme s'il n'avait pas de poids. » Le parc Sheraton Barbershop est un lieu élégant, presque luxueux. Sol carrelé noir et blanc, boiserie claire, fauteuil en cuir rouge impeccable. Un petit poste de radio diffuse une musique jazzy, faible, presque étouffée. Joe Bocchino, le barbier attitré d'Anastasia, lui sourit. Il connaît l'homme. Il sait comment lui parler. Toujours doucement, toujours calmement. Anastasia s'assied. Il retire sa veste. Il laisse retomber ses épaules. Il inspire profondément. Comme tous les hommes de pouvoir, il apprécie ce moment où il cesse d'être un chef pour devenir un client, un instant humain. La serviette chaude vient envelopper son visage, le tissu humide, l'odeur de savon, la chaleur. Un moment de paix, une parenthèse. Mais ce matin-là, ce geste devient un linceul. 10h17. La porte du salon s'ouvre, 2 hommes entrent. Leurs visages sont partiellement dissimulés, foulard, chapeau tiré bas. Le portier les a laissés passer. Il ne court pas, il ne crie pas, il marche. Un témoin décrira plus tard une marche militaire. Une autre personne parlera d'un pas de robot. Le premier homme écarte le barbier.
Le second sort une arme, un Colt .38. Dans le salon, tout s'arrête. Le monde semble se figer. Même le poste de radio, dit-on, coïncide avec un moment de silence musical. Et puis, le bruit. Sec, rapide. 5 détonations. Les balles frappent Anastasia dans le torse et les jambes. Il sursaute. Il ne comprend pas. La serviette glisse. Le monde devient flou. Il n'est pas mort. Pas encore. Un instinct animal se réveille. L'instinct du tueur. L'instinct du survivant. Il se redresse. Il chancelle. Et il charge. Mais mal. Très mal. Le salon de coiffure est bordé d'un grand miroir. Un miroir impeccable, étincelant. Il reflète tout, y compris les mouvements des assaillants derrière lui. Désorientée, Anastasia attaque le reflet, pas les hommes, le reflet. La scène est monstrueuse. Un chef de la mafia, un exécuteur légendaire, frappant du vide, comme un taureau blessé qui fonce vers un fantôme. Les tueurs n'ont presque rien à faire. Ils ajustent, ils tirent encore. Une balle traverse la tempe, une autre le projette au sol, puis le coup de grâce. Cet instant deviendra l'une des images les plus obsédantes du crime organisé. Le bourreau frappant son propre reflet. Les tueurs ne s'enfuient pas en courant. Ils partent à pas rapides, discrets. Ils descendent par un escalier de service, sortent dans la rue et se dissipent dans la foule. À quelques mètres du salon, on retrouvera un Colt .38. Dans un compacteur du métro, un Smith & Wesson. À l'époque, abandonner l'arme n'est pas une erreur, c'est une stratégie. Sans empreinte digitale systématique, sans ADN, sans marquage balistique moderne, il est plus sûr de jeter l'arme que d'être arrêté avec. Dans Le Parrain, Coppola en fera une réplique culte. Leave the gun, take the cannoli. La réalité ici est encore plus glaciale. Ils ont laissé les armes parce que les armes étaient déjà anonymes. Jamais personne n'a été arrêté, ni interrogé, ni officiellement soupçonné. Mais les historiens convergent sur un scénario. Une équipe externe utilisée pour le déni plausible. La théorie la plus solide désigne le clan Gallo, travaillant alors sous la famille Profaci, missionné par Carlo Gambino. Joe Gallo, plus tard, se vantera d'être l'un des tireurs du Barbershop Quintet. Mais il aimait trop raconter des histoires. Et trop d'hommes avaient intérêt à revendiquer la mort d'Anastasia pour se donner un prestige. La vérité demeure un brouillard. Les journalistes affluent en quelques minutes. Le salon est bouclé. La police new-yorkaise, qui connaît très bien Anastasia, garde un silence glacé. La scène est atroce. Un corps étendu sur le carrelage, le drap blanc maculé de rouge, une serviette humide jetée à côté, le fauteuil renversé, des cheveux coupés collés au sang. Une photo sera prise. Elle ne sera jamais publiée dans les journaux grand public. Trop violente, trop symbolique. Mais elle circule dans les rédactions. Todd Papageorge l'évoquera dans un essai. Un journaliste dira « C'était comme voir un général mort dans une salle d'attente. » Le message est clair. La mafia n'est plus ce qu'elle était. Les chefs ne meurent plus dans l'ombre. Ils meurent en vitrine. Le jour même, des hommes se réunissent dans un appartement discret. Carlo Gambino est présent. Il ne dit presque rien. Il écoute. Il observe. Puis un vote. Rapide. Sans surprise. Carlo Gambino devient le nouveau boss. Le règne le plus long et le plus prospère de l'histoire de la Cosa Nostra américaine commence ce jour-là, sur du carrelage ensanglanté, et fera du nom Gambino l'un des plus puissants de la planète criminelle. Partie 5. L'héritage. La mort d'Albert Anastasia n'est pas seulement la fin d'un homme, c'est la fin d'une époque. Une bascule. Le point de rupture entre deux âges de la mafia américaine. Celui des tueurs, bruyants, flamboyants, sanguins, et celui des gestionnaires, froids, discrets, méticuleux. Le sang qui coule sur le carrelage du parc Sheraton n'est pas seulement le sien. C'est celui d'une manière de régner. La mafia a horreur du vide, et la famille Anastasia, à peine devenue telle,
doit être recadré avant même que le corps ne soit refroidi. Carlo Gambino apparaît alors comme l'homme idéal. Diplomate, calculateur, toujours sous-estimé parce qu'il parlait peu, souriait rarement, observait tout. L'ironie du destin est brutale. Le sous-chef d'Anastasia devient son héritier. L'homme qui aurait dû le protéger est celui qui profite de sa mort. Une promotion dans le silence, dans la pure tradition mafieuse. Pas de cérémonie, pas de discours, pas d'embrassade. Juste une poignée de main et un accord tacite. Gambino est le patron. Ce règne durera 20 ans. Vito Genovese, lui, croit avoir gagné. Il a éliminé Anastasia, décapité Costello, affaibli ses rivaux. Il se prend même pour le boss des boss. Alors, pour célébrer son triomphe, il a une idée. Mauvaise. Très mauvaise. Il exige une réunion de toute la commission pour officialiser sa prise de pouvoir. Une démonstration de force, une parade. La réunion est fixée le 14 novembre 1957, à Apalachin, État de New York. Une propriété rurale appartenant à Joseph Barbara. Et ce qui devait être son sacre devient son désastre. Il faut imaginer la scène. Une propriété isolée, une dizaine de voitures de luxe alignées, des costumes impeccables, des chauffeurs nerveux, des hommes qui n'aiment pas sortir de New York, encore moins pour s'enfoncer dans les bois. Un policier local, Edgar Croswell, remarque l'agitation. Il trouve cela suspect. Il appelle des renforts. Et soudain, la police de l'État débarque, sans prévenir, sans comprendre vraiment ce qu'elle est en train de faire. En quelques minutes, des dizaines de parrains mafieux venus de tout le pays se dispersent comme des fourmis sous un jet d'eau. Certains s'enfuient à travers les buissons, d'autres courent dans la boue. D'autres encore tentent d'expliquer qu'ils venaient pour un barbecue. La scène est grotesque, presque comique. Mais son impact est cataclysmique. Pour la première fois, la presse photographie des dizaines de figures majeures du crime organisé au même endroit. Pour la première fois, les autorités américaines doivent reconnaître ce qu'elles niaient depuis 20 ans. Oui, il existe une mafia. Oui, elle est nationale. Oui, elle est organisée. Le FBI, jusque-là sceptique, change brusquement de stratégie. Le gouvernement enterre définitivement l'idée que la mafia n'existe pas. Et le mythe de l'harmonie interne s'effondre. Et Genovese dans tout ça? Lui est accusé d'avoir provoqué la catastrophe. Son sacre devient sa condamnation. En privé, Lucky Luciano, depuis son exil sicilien, ironise « Vito a voulu être roi, il est devenu bouffon ». Costello, humilié mais pas fini, s'allie dans l'ombre avec Gambino. Les deux hommes savent que Genovese doit disparaître, mais ils ne peuvent pas l'exécuter, pas maintenant, pas sous le regard de Washington. Alors ils optent pour une autre arme, la justice fédérale. Avec l'aide d'indicateurs, de policiers corrompus et d'agents infiltrés, ils montent un dossier gigantesque sur le trafic d'héroïne. En 1959, Genovese est arrêté, jugé, condamné à 15 ans de prison. Il ne sortira jamais vivant. La boucle est parfaite. L'homme qui a éliminé Anastasia est à son tour éliminé par un système qu'il pensait manipuler. Avec la mort d'Anastasia, une ère s'achève. La mafia américaine comprend que la brutalité ostentatoire n'est plus compatible avec un monde médiatisé, surveillé, politisé. Les anciens chefs, flamboyants, bruyants, violents, sont remplacés par des hommes de l'onde. Carlo Gambino, le parrain invisible, Santo Traficante Jr., le financier discret de Cuba, Paul Castellano, le CEO en costume 3 pièces, Meyer Lansky, le comptable légendaire. La violence reste, bien sûr, mais elle change de nature. Elle devient silencieuse, contractuelle, clinique, invisible. Anastasia, lui, appartenait à l'ancien monde. Un monde où un homme pouvait crier un ordre de mort en plein dîner et s'attendre à être obéi. Un monde où la peur suffisait à gouverner.
Un monde où la violence était un langage sans traduction. Ce monde meurt dans un fauteuil de barbier ce matin d'octobre 1957. Albert Anastasia laisse derrière lui un héritage contradictoire, gigantesque, mais brisé. Son apport, il a créé la première centralisation systémique du meurtre en Amérique. Il a professionnalisé l'exécution, il a fait du contrat de mort un outil de gestion. Il a imposé la discipline par la terreur, et il a façonné, malgré lui, les futures structures de la mafia. Ses erreurs, sa brutalité était archaïque. Son impulsivité dépassait l'intérêt du syndicat. Sa paranoïa brouillait les alliances. Sa visibilité tuait sa propre sécurité. Et son absence totale de retenue a précipité sa chute. La vérité est simple. Le grand exécuteur a créé une machine, et cette machine l'a piétinée. Albert Anastasia croyait maîtriser la mort. Il pensait la manier comme un outil, un instrument, une signature. Mais la mort ne sert jamais longtemps un seul homme. Elle change de maître, elle change de camp, et elle finit toujours par demander son dû. Le 25 octobre 1957, dans un salon de coiffure de Manhattan, le grand exécuteur chargea son propre reflet. Il frappa une image, une illusion, un fantôme. Toute sa vie, il avait affronté les autres. Ce matin-là, il s'est battu contre lui-même. Et c'est cette image, celle d'un titan se débattant contre son miroir, qui raconte le mieux ce qu'il fut. Un homme puissant, dévoré par sa propre violence. Un maître du meurtre, détruit par sa propre manière de tuer. La mafia a retenu la leçon, le monde aussi. La brutalité visible est morte avec Anastasia. Son sang a ouvert la voie à une mafia plus froide, plus calculée, plus silencieuse. L'ère moderne du crime organisé commence là, dans ce salon, sur ce sol carrelé, dans ce reflet brisé. Albert Anastasia, le grand exécuteur, un homme dont l'ombre dépasse sa propre vie, et dont la chute éclaire encore la mécanique sombre du pouvoir. Tu as aimé cette histoire? Alors commente, like et abonne-toi. À plus pour une prochaine histoire.